Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport, toujours en direct sur notre page Facebook LBS FM. On est ensemble pour une heure pour évoquer l'actualité sportive comme vous en avez l'habitude le lundi soir. Pour m'accompagner ce soir, Bilal Larab. Salut Bilal. Salut Nas. Comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, ça va, je vois que t'as bronzé là. Ouais, on revient de vacances. Ouais, t'as bonne mine, mine. Merci. C'est bien, c'est Bonsoir bien. à tous. Salim Badiaga. Salut Salim. Nas. Toi aussi, t'es en vacances? Ouais, pareil, hein, on a profité un petit peu. Ouais. Court, mais c'était bien. C'était bien. Retour des vacanciers ce soir, hein, Salim et Bilal. Au programme de cette émission, on va évoquer longuement le match entre la France et l'Espagne et la victoire des Bleus 2-1 en finale de la Ligue des Nations. On évoquera ensuite la Belgique qui a vécu un tournoi compliqué, 2 défaites cette semaine pour les hommes de Martinez. Puis on ira faire un tour du côté de la zone Afrique avec le clash de l'or Belmadi. On va en parler rapidement dans l'émission. Et puis un point sur les autres sélections africaines. Enfin, pour conclure cette page foot, un mot sur les déclarations de Neymar qui a déclaré qu'il comptait mettre un terme à sa carrière internationale après le mondial au Qatar l'année prochaine. On en débattra bien évidemment et on aura l'avis des chroniqueurs. Et puis pour terminer, le retour de Ghislain qu'on aura au téléphone qui va nous faire un point sur la NBA et sur la WNBA. Un coach qu'on connaît très bien est en finale de la NBA pour les femmes. Donc Ghislain va nous en parler dans l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux LBS FM, sur Twitter, Facebook, Instagram. On est partout. Alors les gars, on va évoquer pour démarrer cette émission, on va parler de la victoire des Bleus 2-1 face à l'Espagne. Tout d'abord les gars, qu'avez-vous pensé du niveau de la rencontre globalement? C'était plutôt un bon match, vivant, surtout grâce à l'Espagne, hein, on va pas se le cacher, qui a fait déjà une très grosse première mi-temps. Enfin, ça fait plaisir de revoir l'Espagne comme ça, même s'il manquait quelques joueurs et qu'ils n'ont pas encore autant de talent qu'il y a quelques années, mais ça fait plaisir de voir l'Espagne maîtriser son jeu, très fluide, très technique. Ça joue à une touche, 2 touches de balle, beaucoup de mouvements. La France n'arrivait pas à ressortir le ballon. Après, en deuxième mi-temps, comme la France est une équipe à réaction, ils ont su réagir et qu'ils ont tellement de grosses individualités que ça a fait la différence. Mais sinon, le match, quand même, dans l'ensemble, était assez plaisant. Ouais, Bilal. Moi je trouve que le match était vraiment très très plaisant à partir de la 60e minute. Je pense qu'après le but espagnol, c'est comme l'a dit Salim, ils ont vraiment dominé la première partie, l'Espagne. Ils étaient même au-dessus, même à la fin du match, hein. Ils étaient vraiment au-dessus techniquement, tactiquement c'était vraiment meilleur. Et après ils ont pas ce que la France a, 2 cracks devant, qui a fait la différence. Exactement, c'est vrai qu'on a vu qu'individuellement il y avait des grosses différences entre les deux formations. Comment vous expliquez le fait de voir les Bleus à réaction? On l'a vu face à la Belgique, là aussi face à l'Espagne. Comment vous l'expliquez? En fait, ça a toujours été un petit peu ça, l'équipe de France. Hein. Quand tu regardes bien, depuis que Deschamps est en place, il n'y a pas de jeu collectif, ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'idée de jeu, de principe de jeu avec le ballon de Didier Deschamps. Là, en plus, ils ont perdu la solidité qu'ils avaient il y a quelques années. Varane, Umtiti, déjà Umtiti n'est plus du tout dans le coup et Varane a baissé clairement de niveau. Et même l'équipe est beaucoup moins solide défensivement. Et après, offensivement, vu qu'il n'y a jamais rien eu avant, il n'y a toujours rien maintenant. En fait, Benzema, il a amené tout son génie offensif. Mais si autour de lui, il n'y a pas une animation concrète, au final, il ne se passe pas grand-chose. Après, quand l'équipe est menée, il y a toujours, c'est vrai, cette révolte. Et on lâche enfin les chevaux, en fait. Et c'est dommage d'attendre à chaque fois de prendre un but pour lâcher enfin les chevaux et y aller. On dirait que les joueurs sont presque en autogestion à partir du moment où ils sont menés, ils sont dos au mur. Ils n'ont plus le choix, ils jouent leur jeu et ils attaquent clairement. Mais on voit qu'au départ du match, au coup d'envoi, avec Didier Deschamps, il y a toujours ce frein à main qui bloque toute créativité et voilà, qui en fait garde cette frustration. On ne voit pas grand-chose qui se dégage de cette équipe, mais elle sait réagir et elle a quand même ce mental pour aller chercher des résultats. Bilal, sur l'équipe de France et réaction, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi ça m'a fait penser à l'équipe de France de 2018. Ouais. Surtout quand on regarde le match d'hier, ça me fait penser à un match face à l'Argentine. Où c'est un exploit d'Mbappé qui les fait revenir au score. C'est sur la percée où ils ont le penalty. Non, ça c'était ils ont mené au score sur la percée. Ils mènent 1-0
Et après, l'Argentine met 2-1. 2-1. Et Après, il refait un autre exploit dans le match. où il marque un Et en fait, c'est que comme ça. En fait, c'est soit ça, soit un coup de pied arrêté. Mais sauf que cette année, t'as Benzema. C'est un magicien, en fait. Tout ce qu'il fait, il réussit. C'est incroyable. Et t'as Benzema. Et en fait, ce qu'on avait avant avec un coup de pied arrêté pour marquer, bah là maintenant on dit qu'on a Benzema pour marquer. Donc en fait, on reste dans la continuité de ce que Deschamps propose depuis qu'il est à la tête des Bleus. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien. Moins de solidité défensive. Ouais. Beaucoup moins. Ouais, on va en parler de la solidité défensive, effectivement, les gars. Justement, parlons-en, Bilal, de Benzema, c'était le prochain thème. Est-ce vraiment lui maintenant, sans contestation possible, le leader offensif de l'équipe de France devant un Kylian Mbappé, par exemple? Ah, je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué. Je pense que les deux se complètent en fait. Ouais. Je pense que. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre? Bah, peut-être techniquement, peut-être que Benzema est au-dessus de Mbappé, peut-être. Mais je pense que Mbappé sera peut-être plus efficace que Benzema en fait. Il sera peut-être plus important dans son rôle par rapport à ce que Deschamps propose. Ouais. Mbappé, ça sera peut-être plus important que Benzema. C'est peut-être ça en fait. Salim, sur le leadership en attaque, Scott, ton avis? Pour moi, clairement, Benzema est le seul joueur totalement indispensable maintenant aujourd'hui devant. En fait, ce qu'il apporte, aucun autre joueur ne peut l'apporter en fait. Après, c'est vrai que avec Mbappé, vu qu'il a été champion du monde, il fait partie de ce groupe-là, il est quand même, c'est un très gros joueur aussi. Donc Benzema, il a l'intelligence de ne pas non plus vouloir prendre la lumière forcément sur lui. Il se fond dans le collectif, il sait même se mélanger avec les autres. Il a un jeu en plus qui est très collectif aussi. Donc ça, en fait, ça n'annule pas l'éclosion d'Mbappé, j'ai envie de dire. Ouais. La progression d'Mbappé, toute la place que prend aussi Mbappé. C'est plus Griezmann, j'ai l'impression, qui a du mal à se mettre à haut niveau, en fait. À la fois dans l'impact, dans le vestiaire et même sur le terrain. Mais Benzema et Mbappé très complémentaires. Mais par contre, pour moi, c'est Benzema qui est au-dessus. La classe, en fait, de ce joueur, c'est vraiment purement du football pur. Mbappé, des fois, de temps en temps, après, c'est son jeu qui veut ça. Hein. Mais de temps en temps, je trouve qu'il fait le mauvais choix. Il veut trop foncer tout de suite vers le but. Benzema, tout ce qu'il fait est juste. Il a le toucher de balle, il a la vision. Après, c'est un joueur qui est beaucoup plus mature aussi. Il y a aussi ça qui fait que qu'il est au-dessus, mais pour moi c'est vraiment le leader offensif de cette équipe. Ouais. Mais en fait, moi ce que je veux dire c'est dans le jeu de transition de ce que demande Deschamps, en fait avoir un Mbappé c'est primordial en fait. Et en fait, avant ça a marché comme ça a marché en 2018. Ouais. C'est que t'avais Griezmann qui faisait le rôle de Benzema, qui décrochait un peu, qui donnait des très bons ballons à Mbappé et à Pogba. Et cette fois-ci, t'as encore mieux, t'as Benzema. Ouais. C'est encore en mieux. C'est pour ça que ça se complète ce que dit Salim par rapport à Griezmann qui s'efface. Parce que Benzema fait le rôle de ce que faisait Griezmann et en mieux. En fait. Et en mieux. Et en fait, t'as besoin d'un Mbappé. Quoi qu'il arrive, t'auras besoin d'un joueur comme Mbappé. Quand on voit, il cherche la profondeur pour le truc. Quand Mbappé n'était pas là, il a fait jouer Martial. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il a besoin d'un joueur rapide en fait dans son jeu de transition Deschamps. Ouais. Et du coup avec tout ce que nous a montré Karim Benzema, 2 buts lors de cette Nation League, est-ce que ça valide définitivement son retour en bleu et ça enlève tous les doutes possibles qu'on pouvait avoir Après c'est vrai que j'en ai entendu certains, comme Domenech ou il y a eu d'autres. Bon après est-ce qu'il faut te dire crédit de ce que dit Domenech, mais pas sûr. Voilà, mais qui disait que Benzema en gros avait forcé Deschamps à changer son style et c'est ce qui faisait que la France était moins solide et voire moins performante. Mais les gens en fait faut qu'ils oublient pas qu'avant Benzema, mais c'était catastrophique. Enfin, les matchs avant que Benzema revienne, les derniers mois, faut pas rester bloqué sur la Coupe du Monde. Hein. Il y a eu 2 ans encore qui se sont écoulés avant que Benzema revienne, même presque 3 ans même en 2021. Et il y a eu beaucoup de matchs où on disait mais où est-ce qu'on va ? On va dans un mur, il n'y a plus rien. En plus, on prend beaucoup de buts. On est sur une série de matchs sans victoire, etc. Et c'est ce qui a amené aussi Deschamps à rappeler Benzema. Benzema est venu sauver les fesses de Deschamps. Ouais. Pour moi, clairement. Parce que sinon, je pense que ce serait encore pire sans lui. Parce que tout le monde avait compris son jeu, ça passait plus, il fallait renouveler quelque chose. Et là, Benzema, il apporte cette touche, même si, comme c'est pas dans le naturel de Deschamps, il y a plein de défauts et il y a plein de choses qui vont pas encore aujourd'hui. Mais pour moi, il y a toujours pas de plan de jeu. En fait, pour moi, c'est le génie de Benzema qui a embelli le jeu.
c'est des coups de génie qu'il y a en fait, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. On a vu hier, l'Espagne, c'était quoi la moyenne d'âge au milieu de terrain, à part Busquets? C'était des minots, mais ils se sont baladés. Le petit Javi, là, il a même pas 10 matchs en pro, il s'est baladé. Même et en fait, lui qui est rentré de Villarreal, Irénie. Même lui. En fait, l'Espagne, on a beau changer les coachs, on a beau changer les joueurs, il y aura toujours un plan de jeu, il y a toujours quelque chose. En fait, en France, on a l'impression qu'on le verra jamais. Et pourtant, la formation française, elle est pas si mauvaise que ça. Est-ce que c'est vraiment dérangeant de voir ce constat quand on voit la finalité? Bah oui, mais la finalité, c'est qu'à l'Euro, tu perds contre la Suisse. Voilà, exactement. Elle est là la finalité. Certes, parce que la Ligue des Nations, c'est pas un objectif majeur. Non, je suis d'accord. Et en gros, ça fait que tu vas toujours être à la limite. De temps en temps, comme à la Coupe du Monde, ça va basculer de ton côté. Oui, mais de temps en temps, ça va basculer, même contre des équipes plus faibles. Et alors, c'est pas normal. Tu as une génération exceptionnelle. Normalement, tu dois être comme la grande Allemagne, comme la grande Espagne. Tu dois être ces équipes qui dominent clairement le football mondial. Et c'est pas le cas quand tu joues contre une petite nation. Tu dois leur mettre 3, 4, 5-0. C'est fini ça. Non, c'est pas fini. L'Allemagne, ils en ont mis 8 il y a pas longtemps. L'Allemagne et l'Espagne, quand ils dominaient le football cette dernière décennie, c'était le cas. Ouais, mais aujourd'hui, le football est uniformisé. T'as pas de raclée comme ça. Bien sûr. Mais regardez, vous prenez l'exemple de l'Espagne. Vous me dites, voilà, aujourd'hui, l'équipe de France a perdu contre la Suisse en 8e de finale. Très bien. Et qu'a fait l'Espagne ces dernières années? À part ce qu'a fait l'Espagne en 2008. En construction, ce qu'a fait l'Espagne en 2008, 2010, 2012, aucune équipe ne l'a jamais fait. C'est l'Allemagne en 2014. Non, mais l'Allemagne, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils ont fait demi-finale d'Euro après. Et après, ils sont sortis au premier tour de la Coupe du Monde. Tu sentais que quand c'était leur ère, en fait, la chose que je reproche à l'équipe de France, c'est quand c'était l'ère de l'Allemagne, même si elle n'a pas duré 10 ans. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ça y est. Non, mais à chaque match, à chaque fois qu'ils se présentaient, à chaque fois qu'ils étaient face à un adversaire, ils étaient au-dessus. Tu sentais que c'était vraiment l'équipe qui maîtrisait son jeu, son art. On l'a vu, le summum, c'était le 7-1 face au Brésil. Tu sentais que c'était l'équipe qui dominait son domaine. L'Espagne, pareil. Quand ils ont dominé, ils ont vraiment dominé. La France, on a l'impression qu'on a un petit peu de réussite, on a des très bons joueurs, donc allez, ça passe, machin. Mais tu sens que c'est toujours sur le fil du rasoir, en fait. La Finlande, c'est exactement ça. C'est sur le fil du rasoir. La Finlande, tu dois pas gagner 2-1 au Stade de France. La Finlande, tu dois leur mettre 3-4-0. Mais en plus, avant les matchs de Ligue des Nations, ils avaient dit que c'était une victoire sur les combien de derniers matchs, la France ? Sur les 7 derniers matchs. Oui, il y a eu parce que l'Euro, ils ont fait 3 matchs. Ils ont fait 3 matchs nuls. Et après, ils en ont fait 3 autres. Donc, c'est pas normal pour une équipe qui est censée être la référence en ce moment dans le monde. Mais les gars, c'est dur. Les gars, c'est dur d'avoir une régularité à l'échelle internationale, les gars. C'est compliqué. Ils ont été au Kazakhstan, ils ont gagné 2-0 sur un penalty. Non, mais là, je vais regarder. Non, mais souviens-toi quand la France gagne la Coupe du Monde en 98. Ouais. Après les matchs entre 98 et l'Euro 2000. Comment ils écrasent tout le monde. Mais si, les matchs amicaux entre ils ont galéré à se qualifier à l'Euro 2000. Non. Ouais, mais ils ont galéré à se qualifier à l'Euro 2000. Non, dans cette ère-là, tous les matchs amicaux qu'il y avait, les matchs là, c'est une compétition amicale. Je suis désolé, la Ligue des Nations, c'est comme une compétition amicale. Oui, mais moi je te dis qu'ils ont galéré à se qualifier pour l'Euro 2000 justement, c'est pas le bon exemple, c'est qu'ils ont eu du mal. Ils ont vraiment eu du mal. Ils ont eu des matchs compliqués. C'était une équipe, regarde le match en Angleterre à Anelka quand ils sont. C'était une équipe qui tu sentais que on pouvait sélectionner n'importe qui, ça fonctionnait, c'était fluide, on était au-dessus. Et à la preuve, à l'Euro 2000, ils ont gagné, au final. Ils ont gagné mieux qu'en 98 même. Dans le jeu, c'était mieux. Là, je suis désolé, après la Coupe du Monde, l'Euro était un échec. Alors que normalement, t'as récupéré Benzema, t'as des Mbappé qui commencent à arriver à maturité, t'as les jeunes joueurs qui ont pris de l'âge, donc c'était une équipe qui était assez jeune, t'es censé être meilleur. Et au final, tu t'échoues, donc c'est qu'il y a un problème. En fait, c'était toujours pareil, mais sauf que c'est pas passé. Il n'y a aucune équipe aujourd'hui qui écrase tout sur une période de 3, 4, 5 ans. Enfin, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, dans le football uniformisé. Je suis désolé. C'est vrai, l'équipe de France a une super génération. Je suis pas en train de défendre le jeu, mais je suis en train d'être réaliste par rapport au football d'aujourd'hui. Donc toi, tu penses qu'avec ce qu'on a... Là, non, bien sûr, on peut faire mieux. Mais sur les résultats, par exemple, parce que vous m'avez sorti le fait qu'il soit sorti contre la Suisse à l'Euro. Oui, c'est un échec.
échec, je suis d'accord. C'est un énorme échec. Je suis d'accord. Un énorme échec. Non, je suis d'accord, Salim, c'est un échec. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, une équipe internationale, c'est compliqué d'avoir une régularité. On a vu, l'Allemagne était championne du monde en 2014, 4 ans après, elle se fait sortir au premier tour par la Corée. Oui, non, mais parce que là, c'était clairement à la fin. C'était pas une histoire de. Là, on savait que l'Allemagne, c'était. Ah bon, avant la Coupe du Monde, tu savais Non, que ils allaient sortir au premier tour. Regarde, par exemple, Brésil, il gagne la Coupe du Monde en 2002, en 2006. Fin. Mais ça, pareil, regarde. C'est qui a gagné en 2010? L'Espagne, il gagne en 2010, en 2014, fin. Donc, mais vous le saviez, ça? C'est des cycles. Oui, mais vous le saviez, ça? Oui, mais on l'a découvert, c'était une fin de cycle. Là, la France, est-ce que tu peux dire que c'est une fin de cycle? Non, justement. C'est pas une fin de cycle. Justement, c'est pas une fin de cycle. Ils sont pas censés être en fin de cycle. Oui, c'est ça le truc. Ouais, mais ce que je dis, c'est que. Ils sont pas censés être en fin. Alors que les autres équipes, ils avaient fait rien que l'âge des joueurs. Tu prenais l'âge des joueurs allemands. Ils ont tous arrêté leur carrière internationale. T'avais des Philippe Lahm, t'avais des Mertesacker, ou l'âge des joueurs espagnols en 2014, mais tu prends l'âge des joueurs français, ça n'a rien à voir. C'est des joueurs qui étaient en fin de. Tu vois ce que je veux dire? En fin de parcours. Oui, bien sûr. Là, la France, c'est des joueurs qui sont censés être au sommet. Et on le voit pas en fait sur le terrain. Après, il y a eu ce faux pas à l'Euro qui est un échec. Je suis d'accord avec vous. Maintenant. Moi, je trouve que cette victoire en Ligue des Nations, même si c'est pas une compétition exceptionnelle et que c'est une compétition entre guillemets amicale, pour moi, peut-être ça a régénéré quelque chose dans le groupe de Didier Deschamps, dans le sens où ses cadres, le retour de ses cadres, un Pogba, il a été au niveau, un Benzema, on en a parlé, il a été au niveau, Mbappé, il a été au niveau. Après, effectivement, il y a des postes où, effectivement, c'est un peu plus inquiétant. Individuel, non mais ils sont au niveau parce que ce sont des super joueurs aussi, je suis désolé. Mais le jeu de Deschamps, c'est comme ça, Salim. Ils sont au niveau parce que pour moi, c'est comme Domenech en 2006. Quand Zidane est au niveau, Thierry Henry est au niveau. Vieira est au niveau. S'il te plaît. Je suis désolé, compare pas Deschamps et Domenech, s'il te plaît. Je compare pas le talent des coachs. Je te parle de ce que en ressort l'équipe. Est-ce que l'équipe d'aujourd'hui est meilleure que l'équipe de 2006 collectivement? Est-ce que pour toi, collectivement, c'est meilleur? Non, absolument pas. Après, moi, en 2018, je peux te dire que l'équipe de France a montré des vertus collectives qui sont peut-être pas celles qu'on attend avec les joueurs qu'on avait, mais il y a des vertus collectives défensives. Oui, là, il n'y a plus, c'est vrai. C'est un problème aussi. Oui, mais non, mais voilà, parce qu'à entendre dire que 2018, on mettait les individualités, on a gagné la Coupe du Monde. Non, pour gagner une Coupe du Monde, il faut être bon collectivement. Ils ont été bons collectivement, dans un registre peut-être qui nous plaît pas, il y avait quelque chose. Mais là, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus ça. Parce que tu prends des buts à tout va. Et tu fais toujours pas de jeu. Donc, où on va? On sait même pas où on va avec cette équipe. Justement, si tu regardes le résultat, c'est sûr que c'est bien. Mais si tu regardes la manière contre la Belgique, ça passe sur le fil du rasoir. Non, deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs. Mais attends, t'as 2-0. Ouais, mais je suis désolé. Le but de Lukaku, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, les gars. Mbappé est hors-jeu hier aussi. Tu sais très bien qu'avec ce genre de prestations, si tu continues à être dans ce genre de mood-là, il y a un moment où ça va pas passer. Non mais les gars, contre la Belgique, je vous suis pas. Non, contre la Belgique. Pour moi, le match contre la Belgique et le match contre la Suisse, c'est les mêmes matchs. Les deux, c'est les mêmes matchs. En première mi-temps, tu te fais manger. Après, tu prends 2 buts, tu réagis. Tu prends un but, tu réagis. Tu mets 3 buts. Mais sauf que, un côté, Coman, il tape la barre, il te mettait un 4-3, tu partais, ça se trouve que tu faisais une belle compète derrière. Et là, c'est pas passé parce que. Contre la Suisse, première mi-temps, ils ont vraiment été mauvais de la première à la 45e. Et contre la Belgique aussi. Non, contre la Belgique, les 20 premières minutes, ça va. Après, ils ont vraiment pris l'eau entre la 20e et la 45e. Je suis d'accord avec vous. C'est toujours pareil. En fait, c'est une équipe à réaction. Oui, ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de. Mais ça, c'est pas normal. Avec l'équipe qu'on a, c'est pas normal. En fait, pour moi, on doit être un niveau au-dessus. Là, on est juste à la limite on a des bons joueurs de talent, donc de temps en temps, ça va passer, mais c'est pas normal. Justement, parlons d'un aspect qu'on n'a pas évoqué, qu'on a un peu évoqué, c'est les problèmes défensifs des Bleus. On a encaissé 3 buts lors de cette National League. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est les individualités? C'est l'animation offensive? Deschamps a testé une nouvelle composition d'équipe avec 3 défenseurs. Ou certains diront 5, ça dépend comment on voit les choses. Mais comment vous expliquez cette fébrilité défensive qu'on a vue dans cette compétition? Déjà, ton leader, pour moi, il est à la cave, parce que le leader défensif de Deschamps, c'est Raphaël Varane. Ouais. Et je suis désolé, ses prestations en équipe de France depuis les derniers rassemblements, ils sont plus qu'inquiétants. Tu vois, donc c'est pas le Raphaël Varane qui était solide en 2018, très solide derrière. Là encore, il s'est répété. Déjà, ça affaiblit la défense. Après, il a beaucoup tâtonné.
Un coup, c'est Kipembe, un coup, c'est Hernandez. Jules Koundé, il a fait rentrer au début. Il a eu du mal à prendre ses marques. Donc, en fait, la défense se cherche encore. C'est ça le problème. Il avait des certitudes en 2018 et maintenant, les défenseurs, ils se cherchent. Et ensuite, il a changé de système et Pavard, dans ce couloir-là, mais c'est impossible en fait, de jouer comme ça. Pavard, tu joues presque à 10. Pavard, dans ce couloir, c'est pas du... Est-ce que Pavard, on ne devrait pas le mettre en piston droit plutôt qu'en... Est-ce que... pardon, pas piston droit. Central droit. En central droit au lieu de piston droit. Ce serait à essayer. Ce serait à essayer, mais en tout cas, moi je préfère Jules Koundé clairement que lui à ce poste-là, dans tous les cas. Mais c'est surtout qu'il faut trouver quelqu'un pour ce poste de piston droit et ça va être un problème. Bah là, il y a... Déjà, Mukele, faudrait le prendre. Déjà, ce serait mieux que. Il a déjà été appelé. Oui, il a joué quelques minutes, mais il faut insister. Il y a Bounassar. Avec nos amis du Sénégal. Elle est partie au pays. Pour moi, si on regarde bien la défense centrale qu'il y avait en 2018, c'était Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard. 4 défenseurs centraux de formation. Quasiment comme en 98, t'avais que Lizarazu qui montait, mais sinon t'avais Thuram, De Sailly. T'avais ça, et Blanc. T'avais Matuidi qui jouait le rôle de piston gauche. C'est ça. T'avais Pogba, Kanté, proche de la défense. T'avais Giroud qui jouait presque 8. Il y avait une protection de malade. T'avais comme arme offensive Griezmann, Mbappé. Voilà, c'est ça aussi en fait. Et là aujourd'hui, tu joues à 3 défenseurs centraux. T'as Théo Hernandez qui en fait il jouait ailier gauche. T'as Mbappé qui fait plus les efforts qu'il faisait en 2018, il les fait plus. T'as Benzema, il fait pas les efforts de Giroud défensif. Certes, il revient, mais c'est pas Giroud qui se met devant la défense à sortir les ballons de la tête. T'as Pogba qui joue un petit cran plus haut. Et puis voilà, donc les défenseurs sont plus exposés aussi. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une fébrilité défensive. Ouais. Et on a vu que Upamecano était vraiment en difficulté lorsqu'il est rentré, mis 2 fois en difficulté, notamment sur le but espagnol d'Oyarzabal là. J'arrive jamais à dire son nom, mais... Oyarzabal. Voilà. Mais effectivement, lui aussi n'a pas montré... Depuis qu'il est en équipe de France, Upamecano, il montre quelques signes de fébrilité, lui aussi. D'ailleurs, ça lui a fait manquer l'Euro. En fait, le niveau international, pas tout le monde là. On peut être bon en club, mais le niveau international, c'est vraiment au-dessus quand même. Ouais, que ça soit des matchs amicaux ou pas, c'est au-dessus. Et il y a des joueurs qui ont du mal. Hein. Ouais. Et bon, Upamecano fait partie pour l'instant des joueurs qui ont un peu de mal en sélection. J'avais envie d'évoquer Griezmann sans sélection, qui a quand même joué sur les 104 derniers matchs de l'équipe de France. Il en a joué 100. Donc c'est quand même une sacrée régularité pour l'attaquant de l'Atlético Madrid. À quelle place vous le placez dans l'histoire de l'équipe de France, Antoine Griezmann? C'est pas le moment de parler trop de ça avec Griezmann parce qu'en ce moment il est complètement fantomatique en fait. Ouais. Donc si on prend du recul, il a eu on va dire une bonne période en équipe de France entre 2016 et 2018 on va dire. Mais sinon aujourd'hui, je sais pas s'il est dans le top 5 Griezmann, de l'histoire des Bleus par exemple, des joueurs offensifs, tu vois. Là, en fait, ce joueur, il a un gros problème de personnalité. En fait, quand il est pas dans... Quand tout ne va pas bien pour lui, il a du mal à se remettre en question et à sortir quelque chose, en fait, à s'énerver sur le terrain, à prendre ses responsabilités. Par exemple, Mbappé le fait très bien, lui, par exemple, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Mais Griezmann, il a trop tendance à s'effacer en fait. Ouais. On disparaît, puis c'est normal. Bon, et puis il revient un peu en défense, il aide, il fait 2-3 tacles, mais normalement c'est pas ça Antoine Griezmann normalement. Normalement c'est un joueur qui doit faire la différence, qui doit porter l'équipe. Et malheureusement c'est pas un numéro 10. Donc Deschamps a essayé de le mettre à cette position-là. Il sait pas jouer dos au but, venir chercher le ballon en décrochant, organiser le jeu. C'est pas son jeu. Lui il est bien plus haut à côté d'un attaquant où il peut tourner un petit peu autour. Mais il sait pas être le dépositaire du jeu en fait. Ouais. Et encore moins quand il y a Benzema et Mbappé autour de lui. Ouais. Il avait fait un bon match par exemple contre la Finlande. Ouais. Avec Benzema, voilà, ça a joué un petit peu le même football, il était un petit peu plus haut. Mais là avec Mbappé et Benzema, il a du mal à rentrer dans ce trio. Donc c'est compliqué là pour Griezmann. C'est compliqué. Ouais. Bilal sur Griezmann. Moi je pense qu'aujourd'hui il est sur la pente descendante en fait. Ouais. C'est après, je pense qu'il était à son APEC
au moment de transfert d'Atlético Madrid au Barça, en fait son ego a été mis à mal. On lui a dit t'es au Barça, faut servir Messi. Tu dois être l'accompagnant de Messi. Et je pense que ça a été compliqué pour lui et ça a accéléré sa descente en fait. Ouais. Et même quand il revient en équipe de France, lui il est sur la pente descendante au niveau de son jeu. T'as Mbappé qui commence à monter et en plus tu remets à coup avec Benzema qui arrive. C'est très compliqué pour lui. Ouais. Et vous voyez comment son avenir En fait, bleu. c'est un joueur qui a du mal au milieu des cracks en fait. Ouais. Il sait pas jouer avec d'autres très gros joueurs, il va vite s'écraser en fait, vite s'éteindre et tout. Alors que quand t'avais l'Atlético où t'avais 11 gars qui couraient, enfin 10 gars qui couraient et lui qui était le petit joyau technique en attaque. Mais comme en 2016 aussi. Ça allait. Comme en Comme en 2016, 2016, où les t'avais meilleurs Giroud, joueurs. personne, c'était le joueur le plus technique de l'équipe. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai, forcément, voilà. c'est vrai. Mais quand il est avec d'autres joueurs comme ça, il a du mal. Donc vous voyez comment son avenir en bleu. En Mais il y a grand, deux- il y a deux en solutions, Point d'interrogation. Hein. Il y a deux solutions, c'est soit il se met au service du collectif, ou soit, même pour lui, c'est mieux d'arrêter à ce niveau-là. Ouais. Il fait la Coupe du Monde 2022, ouais. et il dit voilà, j'arrête. Est-ce que justement la Coupe du Monde 2022, ça va pas être la compétition de fin, comme tu parlais de cadres qui partent après des compétitions, Je pense des qu'il y aura, Lloris, il y aura des un avant Varane, et après. Varane il est encore un peu jeune. jeune, il a 29 ans, mais des mecs comme Griezmann, voilà. Est-ce que ça va pas être aussi la remise en cause de certains gars en équipe de France? Après 2022. Déjà, j'espère, à commencer par le sélectionneur. J'espère quand même que là, il va se dire S'il nous fait une demi ça- ou une finale, ça fait j'y 10 crois ans. Ça fait, même s'il fait demi ou finale, même s'il gagne, t'as fait 10 ans, c'est bon, c'est bon. Moi, Tu je vois. pense qu'il voudra À un se moment relancer donné, sur il faut- l'Euro. Il faut laisser. tu penses qu'il va se faire un Wow, petit non, kiff faut en laisser- Allemagne en 2024 là faut Non, laisser- je pense faut laisser le que, champ. vu l'échec de l'Euro, je pense qu'il doit l'avoir au travers de la gorge. Non, mais après, Mais- je suis désolé, le contrat il s'arrête en 2022. Il y a Zidane qui est libre. Je veux dire, libre pour l'instant. Hein. Mais il attend que ça. Il attend que ça. Tu verras qu'il bougera pas jusqu'à 2022. Sinon, il aurait pris un club là depuis. Noël Le Graët, s'il est pas, je sais pas, s'il est un minimum doté d'intelligence, c'est bon. Tu sais qu'à un moment donné, il faut relancer quelque chose. C'est normal. Ça fait 10 ans qu'il est là, Didier Deschamps en 2022. Moi, je pense qu'il fera l'Euro. Je pense qu'il voudra sa revanche sur l'Euro avec l'effectif qu'il a. Je pense qu'il voudra sa revanche sur l'Euro. Bon, affaire à suivre. En tout cas, on va voir les Bleus de Deschamps déjà à la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022. Il reste un match pour se qualifier. Hein. Il faut gagner contre le Kazakhstan au Stade de France. Ça va être compliqué, mais ça va passer. Merci Bilal. De quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on va parler un peu de la Belgique? Oui, on va parler de la Belgique un petit peu. Compétition compliquée pour eux. 2 défaites, 3-2 face aux Bleus, 2-1 face à l'Italie. Est-ce que c'est pas une nation qu'on a un peu trop surcotée et qu'on a un peu trop mis à une place où justement elle n'a pas à être quoi. Il y a De Bruyne qui a dit dans une déclaration que la Belgique il a été dur, hein, De Bruyne. ouais, il a dit en gros qu'on n'est pas la France ni l'Italie, on n'a pas 22 joueurs de très haut niveau, on en a Exactement. que 14-15. C'est quoi votre analyse sur la Belgique? Pour moi, en fait, ils ont perdu énormément depuis 2018, notamment défensivement. Vertonghen, Ils ont pris de Alderweireld. l'âge, ouais. Voilà, c'est ça en fait. Il y avait une bonne base défensive. Et je me rappelle, ils avaient fait une longue série de matchs sans défaite avant la Coupe du Monde. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu vois que leur titulaire c'est Denayer, Ouais. franchement, Il y a Boyata aussi, mais Boyata, c'est compliqué. C'est compliqué. Et De Bruyne, je pense qu'il a raison. Certes, il y a du talent, mais t'as Hazard qui est en totale perdition. Ouais. Même s'il a fait une bonne première mi-temps contre la France, c'est compliqué pour lui. Il est un petit peu blessé, il joue un petit peu blessé, mais c'est compliqué pour lui. À part Lukaku et De Bruyne, je vois pas un autre joueur vraiment sortir du lot. Ouais. Quand tu vois, même le remplaçant qui est rentré, Batshuayi. Michi, ouais, mais... Michi. Michi, Non, mais lui, on dirait il a une carte, tu vois, Non, parce qu'en sélection, il a toujours fait son taf. hein. il n'y a pas d'autre attaquant. Mais c'est sûr, c'est ça, c'est... Voilà quoi. C'est avant qu'en 2018, t'avais des Benteke qui étaient sur le banc. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais il y a beaucoup de joueurs belges. aussi. Il y a beaucoup de joueurs belges qui sont en baisse en fait. Hein, Ouais, c'est ça. C'est peut-être une C'est fin qu'il y a de cycle. 2-3 ans, ils étaient mieux, mais là, ils sont en baisse. Hein. Et Surtout du coup, ça. vous les voyez comment? Ils sont numéro 1 au classement FIFA, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais du coup, vous les mettez pas parmi les favoris d'une grande compétition internationale? Que ce soit Coupe du Monde, Euro... En fait, final, favoris, tu peux peut-être les mettre dans les 6, 8 qui peuvent potentiellement gagner. Et après ça. C'est pas les grands favoris en tout cas. Voilà, après ça dépend. Pour gagner une compétition, il faut avoir
et l'effectif et la chance. Ouais. Et ce facteur chance, c'est le tirage, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mm. Et oui, ils peuvent potentiellement gagner peut-être la Coupe du Monde, mais c'est pas le favori numéro 1, non. Et j'avoue qu'il manque quelque chose dans cette équipe, je sais pas, au niveau même de l'esprit, tu vois, que des fois tu retrouves des équipes sud-américaines ou même chez l'Italie qui a pas forcément que des cracks, mais à la Belgique il manque quelque chose aussi. Peut-être c'est dû aussi au passé de la sélection belge, qui n'est pas une sélection qui a l'habitude de jouer les favoris dans les compétitions. Peut-être ça vient de là, je sais pas. Mais il manque aussi quelque chose au niveau pour se surpasser et aller chercher des grands résultats. Ouais, en tout cas la Belgique qui finit à la dernière place. Et on de cette s'habitue vite nationalité. à la loose aussi. Hein. Ah. Salut nos amis belges. On va passer à la zone Afrique maintenant les gars. On va commencer par l'Algérie. Je me tourne vers toi Bilal. Ouais. L'Algérie qui a d'ailleurs gagné 6-1 face au Niger. Compliqué. Ouais. C'était pas beau à voir. Ouais, apparemment en première mi-temps c'était dur un peu. C'était dur. C'était dur. Mais Je bon. pense qu'il faudrait une défaite pour faire du bien. Ah oui, Enfin, série de 30 matchs sans défaite. Non mais je pense que Série en cette série cours. elle est dans la tête et je pense que Je c'est vois, pas ça bon. déjoue. Ouais, je pense qu'ils ont un peu peur. Ouais. Donc ils se donnent, c'est pas qu'ils se donnent pas à fond, mais ça joue dans. Bon, ils devraient finir premier de leur groupe quand même pour Ouais, atteindre et les si ça, barrages. quand même, Le Burkina Faso, ça va être compliqué. Ah oui, il y a le Burkina, oui. Burkina, ça joue très très bien. Match nul là-bas. Hein. Match nul là-bas, ouais, c'était au Maroc, mais ouais, match nul. Je pense qu'on pouvait tuer le match en première mi-temps. Ouais. On l'a pas fait, ils sont revenus en deuxième. Ouais. Ils ont eu même l'occasion de mener 2-1. Ils en sont où dans le groupe là On est 7-7. 7 points, 7 points. Ouais, donc ouais, c'est pas fait. C'est Voilà. pas fait, il va falloir gagner à domicile contre le Burkina pour finir premier. On le rappelle, le premier de chaque groupe joue les barrages derrière, match aller-retour. Donc l'Algérie doit faire le taf parce qu'il y a des grosses ambitions hein, pour les Algériens Ah oui, Coupe là, du Monde l'Algérie, 2022 là, ils sont attendus. Donc à suivre. Mais on n'est pas là pour parler du sportif entre guillemets. On va parler du clash Delors-Belmadi. Voilà, Andy Delors. En tout cas, Belmadi qui a déclaré qu'Andy Delors avait a refusé de jouer la prochaine CAN pour garder sa place en club. Lui qui est en concurrence à Nice, ouais, avec Delors et Gouiri. Et Belmadi, l'a pas très bien pris et a décidé de ne plus l'appeler, de l'exclure. C'est quoi tes infos que tu as sur cette histoire et qu'est-ce que tu en penses, Bilal? Bah, j'ai pas eu trop d'infos dessus. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que Belmadi a 100% raison. Il l'a sorti de la cave. C'est lui qui lui a proposé. Il lui a donné une canne en fait. Il lui a donné une canne, une ligne sur son palmarès. Et voilà comment il a remercié le pays. Tu penses que là c'est impossible qu'il revienne? Non, mais c'est impossible. Donc là il a signé la fin de sa carrière internationale. Ah oui, non, c'est fini. Joueurs. Déjà, je sais que Belmadi n'avait pas très apprécié ce qui s'était passé lors de l'ancien précédent rassemblement, où en fait les clubs ne voulaient pas libérer les joueurs. Ils n'avaient rien fait pour être libérés, alors que d'autres se sont battus, comme Slimani. Ils se sont battus. Et lui n'avait rien fait, il y a eu des mots qui étaient durs, il avait été quand même appelé. Et là, c'est un coup de poignard. Donc Belmadi l'a très très mal pris. Et puis c'est fini pour lui en fait. Ouais. C'est fini pour lui, mais même c'est inadmissible de mettre une clause comme ça dans ton contrat. En gros, on s'en fout de la nation en fait. Ouais. C'est ça en fait. Et franchement, la réaction de Belmadi, j'ai vraiment T'as validé. J'ai validé, mais même ce qu'il fait pour les binationaux, je valide en fait ce qu'il fait. C'est qu'il a raison, il faut pas aller les chercher, c'est à eux de venir. Ouais. C'est à eux de venir. Pourquoi il y a des super binationaux en France, comme Oussem Aouar, Aït Nouri, Gouiri, mais il faut pas aller les chercher s'ils ont pas envie de venir. Ouais. Ça sert à rien en fait. Salim, sur le clash Delors-Belmadi, ton avis? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que Bilal dit. Hein. Franchement, ce genre de joueurs là qui choisissent. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y avait eu, je me rappelle, Kevin Prince Boateng avec le Ghana, il faisait beaucoup ça aussi. Oui, il choisissait ses compètes quoi. Je faisais l'impasse sur les éliminatoires, mais je venais en compétition, tu vois. Ouais, il faisait pas les cannes, il venait à la Coupe du Monde. C'est un mépris envers les pays d'Afrique que j'aime pas trop sur les binationaux. Donc faut arrêter ça, faut arrêter de se mettre comme ça en dessous des joueurs et voilà et les caresser dans le sens du poil. Si déjà en plus Delors il arrivait très tard en sélection, il sortait de nulle part. Il a réussi à aller dans il la profite meilleure de l'exclusion de Belkebla, c'est ça? ces dernières années. Ouais. Et en plus, il se permet de. Non, si c'est comme ça, sur le côté, direct. Faut même pas chercher à comprendre. Donc, je suis totalement d'accord avec la décision. Mais aussi, ce qu'il faut blâmer, c'est les clubs. Parce que c'est les clubs qui demandent ça aux joueurs.
Comme Seko Fofana au Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas en sélection? C'est parce que Lens fait pression pour pas qu'il parte. C'est grave, hein. Là on parle quand même d'éliminatoires à la Coupe du Monde, hein. On parle pas de matchs amicaux. Fofana n'est pas avec la Côte d'Ivoire. Non. Ah ouais, non, mais c'est... Pour se concentrer sur Lens. Bon, là. C'est ouf. Et... Je crois que Gaël Kakuta il n'est pas avec la La RDC. Il n'est pas avec Ils la se RDC. permettent de faire ça parce que les joueurs, et les fédérations, ils tolèrent en fait. Ouais. Faut pas tolérer ça du tout. Bah l'Algérie A été clair là-dessus. a été clair, ouais. Et ça surtout au niveau offensivement, bon, il y a quand même du choix à côté algérien. Bon, il y a le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, hein, Slimani. J'ai vu Benrahma qui Bounedjah. Bounedjah, l'attaquant, il joue toujours au Qatar, Bounedjah. Oui, toujours. Bon, il y a quand même de quoi faire côté algérien. Bien sûr, le capitaine Riyad Mahrez qui est toujours présent. Ouais. La star Youssef Belaïli, le meilleur joueur de cette sélection. Ah, pour toi, c'est le meilleur joueur de la sélection, Belaïli devant Mahrez. Mahrez. Je pense qu'il est plus important, Belaïli. Ouais. Il joue Belaïli maintenant. Et au Qatar. Il a mis un but de 50 mètres. Et tous au Qatar. C'est bien. Premier fournisseur de la sélection algérienne, le Qatar. Ça, ils seront pas trop dépaysés s'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ils joueront dans les stades. Moi, je pense que ça va être compliqué la qualification. Honnêtement, déjà le Burkina, ça va être compliqué. Bon, après, c'est match au couteau. Après, il y a 10 équipes, 5 places. Je pense qu'il y a le groupe du Bénin. Je pense que ça va être l'équipe que tout le monde voudra prendre dans ce groupe-là. Ouais. Tête de série. Cette tête de série là, je pense que tout le monde voudra la prendre, mais il y aura des équipes. Déjà, même à l'intérieur des poules, tu as parlé du Burkina avec l'Algérie, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont dans le même groupe aussi. Ouais. C'est tendu. Hein. Mais je pense que l'équipe à éviter, ce sera le Maroc. Ouais. En barrage, ça sera le Maroc. C'est solide. Hein. Faisons un point sur quelques résultats. D'abord, Salim, peut-être un mot sur la sélection malienne. Voilà, sélection malienne qui continue à montrer de belles choses. Ouais. Franchement, c'est ce qui se passe, c'est intéressant en ce moment du côté du Mali. Donc ils ont gagné 5-0 contre le Rwanda, si je me trompe pas. Pas impossible. Ouais, le Rwanda et dans le Kenya, excuse-moi, parce que le Rwanda est dernier du groupe. Donc 5-0 contre le Kenya, et il y a eu le match aller et le match retour en fait qui se sont joués consécutivement. Ils ont gagné 1-0 le match retour il y a 2 jours là. Ouais. Et franchement, du coup, non, c'est bien ce qui se passe au Mali, surtout la stabilité. Ouais. Quand enfin la sélection malienne a trouvé enfin une stabilité, parce que le sélectionneur est un sélectionneur malien, Mohamed Magasuba, qui connaît très bien son effectif, qui propose un jeu intéressant, un jeu offensif, avec une génération qui a fait de bonnes prestations, notamment en Coupe du Monde U20, 2017, 2015, ou même les compétitions U17 sont allées loin, demi-finale, 3e place, etc. Ouais. Même en finale, en 2015. Et du coup, il y a des joueurs qui commencent à sortir. Il y a un Ibrahima Koné qui a mis un triplé, donc qui joue en Norvège, il a 22 ans. Il est intéressant. Et voilà, il y a un jeu collectif qui se crée, parce que ça fait quand même 5 ans que le sélectionneur, enfin 4 ans que le sélectionneur est à la tête depuis 2017. Ouais. Avant ça, il y avait eu 11 entraîneurs français en sélection malienne depuis 2004-2005. Et depuis, il n'y a plus eu d'entraîneurs maliens. Tu vois, depuis 2004, il n'y avait plus d'entraîneurs maliens. Et en plus, il avait fait 1 an. Et avant, c'était 97. Et maintenant, ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter avec ça. Parce que quand tu as des entraîneurs français, c'est toujours le même jeu stéréotypé, façon type Ligue 1, avec des joueurs tous type Ligue 1. Ils n'allaient pas chercher... là, ça va chercher des joueurs en Norvège, ça va chercher des joueurs locaux. Il y a un mélange. Et surtout, il y a beaucoup plus de créativité dans l'équipe. Donc non, ce qui se passe, c'est intéressant. Dernière CAN, ils avaient perdu, mais ils avaient dominé la Côte d'Ivoire. Ils ne devaient pas perdre ce match. Ils n'avaient pas été suffisamment efficaces. Donc là, on verra ce que ça donne pour la prochaine CAN. Et pourquoi pas pour la qualification à la Coupe du Monde, si le tirage n'est pas trop il faut tirer le groupe, le groupe J, là, avec Tanzanie, Bénin, c'est ça. RDC et Madagascar. C'est le groupe... qui m'a l'air le plus abordable. Le Mali, leader du groupe. Hein. Ouais. Ils sont leaders du groupe avec 10 points. C'est ça. 4 matchs, 7 buts marqués, 0 but encaissé. C'est propre.
Ouais, franchement, c'est pas mal. Et Burkina, ils ont gagné. Hein. Oui, ils ont gagné contre Ouais. Djibouti. Ouais, après, contre Djibouti, c'était pas une surprise. Ouais, c'est l'équipe qui a différence de but, moins 16. Ouais, c'est un peu le. Je crois. Là, on va prendre des points, c'est du côté du Djibouti. Quelques petits résultats. Le Nigeria qui s'est imposé 2-0 en Centrafrique alors qu'ils avaient perdu le match aller 1-0. Madagascar qui bat la RDC 1-0, qui prend les 3 premiers points dans ce groupe qui est très ouvert, on l'a dit. Mauritanie-Tunisie 0-0. Guinée-Bissau, Maroc 3-0 pour les Marocains. Vous avez suivi l'histoire de la potentielle intoxication Ah alimentaire. oui, il y a une histoire que je t'ai pas dit sur le Mali, Yves Bissouma. Il a Bissouma qui des fait petits. un très bon début de saison avec Brighton. Il est vraiment bon en ce moment, donc il est revenu en sélection malienne parce qu'il avait plus été en sélection depuis X temps. On connaît l'Afrique et les histoires de sélection. Ouais. Ça faisait un moment qu'il était plus en sélection, alors qu'il a toujours été bon en sélection, Bissouma. Et il s'est retrouvé en garde à vue. Parce qu'en gros, il a été soupçonné de viol. Ouais. Il était à une soirée étudiante, je sais pas quoi. Les policiers sont venus le chercher devant tout le monde. Il a été menotté. Ouais. Finalement, le lendemain, il a été libéré. Ouais. Donc il est plus, plus inquiété par rapport à ça. Mais du coup, il n'a pas pu se présenter en sélection à cause de cette histoire. Bon, c'est un potentiel renfort pour la suite. Bah sûrement. C'est en Angleterre en plus. On connaît. Le Sénégal qui bat 4-1 la Namibie, le Ghana qui bat 3-1 le Zimbabwe, et on l'a dit, l'Algérie qui bat le Niger 6-1, et l'Égypte qui bat la Libye 1-0. Voilà pour les résultats en Afrique des éliminatoires qui continuent là aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de cette semaine, pour connaître, on l'a dit, les 10 qualifiés pour les barrages. On va passer au dernier sujet avant d'appeler Ghislain, c'est Neymar. Les déclarations de Neymar sur sa fin de carrière internationale. Alors, il a déclaré dans une interview qu'il comptait terminer sa carrière avec le Brésil après le mondial en 2022, et il parle aussi de fatigue mentale. Voilà, donc est-ce que vous êtes surpris par les déclarations de Neymar? Est-ce que ça rentre pas dans ce qu'on voit de lui ces derniers mois, ces dernières années, une sorte de laisser aller? Bilal, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas surpris, je suis déçu qu'il en parle, mais je suis pas surpris parce que il a commencé sa carrière à 16 ans. Ouais, Santos. À Santos, titulaire indiscutable. Ouais. Coupe du Monde 2014, il porte un pays sur son dos. Ouais. Où il se le fait fracturer en même temps lors de cette Coupe du Monde. Quart de finale contre la Colombie. Voilà. En 2022, il aura 31 ans. 30 ans. 30 ans. Ouais. Il aura fait 14 ans de carrière professionnelle. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup et c'est peut-être compréhensible. C'est peut-être une fatigue mentale, oui, c'est compréhensible, mais je pense qu'il faut pas l'exprimer comme ça. Ouais. Mais non, mais là où je te rejoins, c'est que je suis pas surpris aussi. Mais c'est vrai que le timing laisse un peu à désirer. Dire ça comme ça en pleine saison, c'est un peu curieux. Salim, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est juste qu'il pleure, en fait, c'est tout. Ah C'est pas des trucs. En fait, c'est dans 2 semaines, ça se trouve qu'il va dire l'inverse. Ouais. Je trouve que parce qu'en ce moment, il est énormément critiqué, Neymar, faut savoir. Et il est critiqué en France, mais les critiques au Brésil, c'est 10 fois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on critique ici. Donc, il se fait défoncer là-bas. Et du coup, je pense que ça le saoule. C'est quelqu'un qui est un peu susceptible quand même, Neymar. Donc, on le cherche trop. Puisque c'est comme ça, je pense que je vais arrêter parce que, vas-y, nanana. S'il aurait fait un gros match, il aurait mis 3-0, un doublé, il y aurait eu des éloges de partout. Jamais les déclarations elles sortent. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est il est très réactif par rapport à, il réagit du tac au tac, souvent. Donc je pense que c'est juste un petit coup de blues là aujourd'hui. Après, c'est possible que finalement. Pour toi, c'est juste un petit. Finalement, mais je pense qu'il faut pas prendre trop ça au sérieux, quoi. Je pense que Mais après, par contre, je trouve que par rapport à son club, que par rapport à sa communication, par rapport à tout ça, c'est vraiment pas bien dit. Tu dis ça en gros. Parce qu'il dit pas qu'il arrête avec le Brésil, il dit qu'aussi il se sent plus vraiment fort mentalement pour bien pratiquer son métier. En gros, t'es aussi en club, t'es aussi au PSG, t'as signé un contrat de 5 ans quand même, très bien payé, donc tu peux pas dire ça comme ça. Donc je pense qu'au niveau de la communication, c'est pas le mieux. Mais après, je pense qu'il faut pas prendre ça forcément très 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 au sérieux de Neymar. Est-ce que le PSG doit s'inquiéter, Bilal? Honnêtement, non, parce que
on sait que quand les gros matchs arrivent, Neymar, il va se donner à fond, même si il n'a pas été vraiment décisif contre City, c'est un cas couru le plus, quoi. On sait qu'il va se donner à fond dans les grands rendez-vous, il sera toujours là. Mais après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il en aura marre, quoi. Ça va être compliqué. Ouais. C'est ça, on parlait tout à l'heure de par exemple Varane qui pourrait prendre sa retraite internationale après 2022. Parce que ça fait longtemps qu'il est là, ça fait depuis qu'il a 18 ans, il joue à Lens, il a fait je sais pas combien de temps en Real. Mais il a commencé tôt. Neymar, c'est la même chose. Moi, je prends toujours l'exemple de Wayne Rooney, qui a commencé à 16 ans à Everton, il a fait 1 an, il est parti à Manchester. À 32 ans, il était cuit. Il était cuit à 32 ans. C'était plus le même joueur. Et ce que je pense qui est par contre un petit peu inquiétant pour Neymar, c'est que comme Bilal l'a dit contre City, il a couru. En fait, c'est même pas qu'il triche en fait. Il essaye de... Non, c'est qu'il se donne toujours à fond, mais par contre, son niveau, il baisse. Nettement. C'est quelqu'un qui a maintenant beaucoup de mal à éliminer en 1 contre 1. Si le défenseur, c'est pas un plot de Ligue 1 qui se jette bêtement, Neymar en 1 contre 1, il a du mal maintenant à éliminer. Il a plus l'explosivité qu'il avait à Santos, à Barcelone et au début du PSG. Ça, il l'a plus. Non, c'est à lui d'être intelligent et de changer son jeu. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il force et qu'il veut être le Neymar d'avant, alors qu'il ne peut plus l'être, ce Neymar-là. Non, mais moi, par contre, par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est... Moi, j'ai regardé la Copa cet été, il faisait des différences. Moi, je pense fait toujours. Non, mais je pense qu'il a besoin d'enchaîner les matchs. Là, il a besoin d'enchaîner les matchs. Il prendra plus de temps à revenir au top de sa forme, mais il faut qu'il enchaîne les matchs. C'est pour ça que lui, il demande à jouer tous les matchs, parce qu'il a besoin d'enchaîner. Et même contre City, il fait pas la différence, mais sur son côté, c'est Kyle Walker, c'est le défenseur latéral le plus rapide du monde. Même Mbappé, il n'a pas pris de vitesse l'année dernière, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il a besoin d'enchaîner les matchs pour revenir à son pic de forme. Très bien. Bon, en tout cas, Neymar, on va le suivre toute la saison dans le Bisport. Et pour terminer l'émission, on accueille Ghislain qui fait également son retour cette saison sur LBS FM. Salut Ghislain. Salut Nas, salut à tous. Comment tu vas? Moi ça va, je suis en ce moment à Cancun. Ça va. Voilà. La vie est belle pour toi. Voilà, tout va bien et ça me permet de suivre... Attends, Ghislain, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu sur la fin, tu disais? J'ai dit ça me permet de regarder les matchs de basket sans me coucher trop tard. Ah oui, ça c'est vrai que c'est l'avantage. Ghislain, on va commencer par de la WNBA. Un coach qu'on a déjà reçu ici est en finale, James Wade. Je te laisse nous en parler un petit peu. Oui, en fait James Wade, on l'avait eu. Alors à l'époque, il était au Minnesota Lynx. Il venait d'être champion WNBA en tant que coach. On rappelle qu'il avait commencé à San Antonio en tant qu'assistant, et puis ce franco-américain qui a entraîné le BLMA à Montpellier a monté les étapes, il a gagné son premier titre, et là il est actuellement en finale de WNBA avec Chicago en tant que coach, les Chicago Sky. Il joue face à Phoenix, les Phoenix Mercury de la star Brittney Griner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Brittney Griner qui fait 2 mètres et quelques, c'est une des rares filles qui s'est dunkée en WNBA. Donc voilà, et il est en finale et il mène déjà 1-0. Ils ont gagné dimanche le premier match à l'extérieur et ils vont rejouer donc ce mercredi une nouvelle fois à l'extérieur. Et c'est pas comme en NBA, c'est au meilleur des 5 matchs. Des 5 matchs, ouais. Très bien. Voilà, donc en tout cas, gros big up à Coco, son surnom, James Wade, qui lui va peut-être gagner son 2e sacre dans une nouvelle équipe avec bien sûr des joueuses de talent comme Candace Parker, c'est une très très grande joueuse NBA, et ça m'aide énormément d'avoir des joueuses comme ça qui ont déjà beaucoup de titres WNBA, quoi. On lui souhaite bonne chance à James Wade et on espère le titre au bout pour lui et sa franchise. Un mot de NBA maintenant, Ghislain. La reprise c'est bientôt, là c'est le 19 octobre. Un point sur les franchises et notamment les Lakers qui n'ont toujours pas gagné en pré-saison. Ouais, ils ont beaucoup recruté, alors ça on peut le dire, ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont fait venir Carmelo Anthony, Russell Westbrook, ils ont fait revenir Dwight Howard, Rajon Rondo et même DeAndre Jordan. Donc en gros, c'est une équipe avec que des anciens. Il y a DeAndre aussi. Que tous
sont des All-Stars aujourd'hui, hein, et ce sont tous des anciens All-Stars réunis. Alors il y a une moyenne d'âge qui s'approche des 30 ans. Et là, de ce qu'on peut voir avec ces matchs de pré-saison, ils ont joué face aux Nets, ils ont joué face à Austin à 2 reprises, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas du tout alors en défense, ils y arrivent à faire des belles séquences, ils n'arrivent pas à gagner leur match. Ils sont bons que lors des contre-attaques, mais sur des jeux placés, ils ne savent pas du tout jouer. Donc je suis assez inquiet pour une équipe qui est quand même candidat au titre. Hein. LeBron, s'il a fait venir tout ce beau monde, c'est justement pour pouvoir gagner un nouveau titre. Donc voilà pour ce genre d'équipe. Et puis pour les autres, les équipes qui se sont bien renforcées cet été, qui jouent plutôt bien lors de ces pré-saisons, c'est Miami qui a récupéré Kyle Lowry de Toronto. Donc ça fait avec Jimmy Butler une belle équipe. Voilà, ils ont prolongé des joueurs assez intéressants, hein, comme Tyler Hero et Duncan Robinson, qui sont de super bons tireurs à 3 points. Donc voilà, et puis de l'autre côté, c'est Chicago qui a fait un gros coup pendant le mercato et qui fait une très belle pré-saison avec Zach Lavine qui a réussi à faire venir DeMar DeRozan de San Antonio, Lonzo Ball, également Caruso. Et bien sûr, il y avait déjà Vucevic qui avait atterri en mi-saison, donc ça leur fait un sacré Big Four, pas un Big Four de superstar, hein, pas. Mais bon voilà, en tout cas c'est assez costaud, c'est assez régulier. Donc voilà les équipes qui sont intéressantes à suivre. En tout cas, les Chicago et Miami se sont bien renforcés pour pouvoir prétendre à peut-être, pourquoi pas, allez, on va dire au moins une finale de conférence. Et pour terminer, Ghislain, juste un mot sur les Français en NBA. Alors il y a Evan Fournier qui est à New York. J'ai vu que Nilikina a signé à Dallas. Et Doumbouya qui a été un peu viré des Nets. Est-ce que tu peux faire un point sur tout ça? Pour ces 3 joueurs, alors pour Evan Fournier New York, moi je pense que c'est pas mal du tout, parce que ça va permettre pour lui de pouvoir se montrer et qui nous prouve que lui il sait gérer justement la pression, de briller, etc. Chose que Nilikina n'a pas trop. En équipe de France, on a vu que Evan Fournier a montré son leadership. Pourquoi pas là à New York où il n'y a pas vraiment de méga star, mis à part Randle, mais pour moi Randle c'est un joueur qui a été seulement NIP et qui peut être éteint par Evan Fournier, pour moi, selon moi. Donc ça c'est la bonne chose. Pour Nilikina, déjà Dallas voulait le drafter déjà à l'époque, et là il lui donne une dernière chance pour la NBA, pardon, et je pense que c'est bien que voilà, il essaye en tant que backup, remplaçant, pourquoi pas de Doncic. Après, je pense que c'est plus un type arrière pour la NBA qu'en Europe pourrait être meneur, mais en tout cas pour la NBA, il est plus arrière et très bon défenseur, ce qui manque cruellement à cette équipe de Dallas. Donc pourquoi pas un petit défenseur comme Nilikina à Dallas pour aider un peu Doncic à défendre. Et pour le dernier Doumbouya, je suis vraiment déçu parce qu'en pré-saison, il a été monstrueux dans les premiers matchs. C'est cool Doumbouya. En très peu de temps, il scorait énormément, prenait des rebonds offensifs, faisait des contres. Et là, les Nets ont décidé de le dégager alors qu'ils n'ont que des gros vieillots comme Aldridge et Millsap en intérieur, les Nets. Et ça leur aurait fait du bien d'avoir un jeune Français athlétique, dynamique, etc. pour pouvoir inquiéter et concurrencer les autres prétendants au titre. Eh ben non, ils vont le dégager. Donc ça sera bien sûr un retour en Europe pour lui, même si je pense qu'une équipe NBA pourrait s'intéresser largement à son profil. Bon. En tout cas, merci Ghislain pour ce point pré-saison en NBA, bien sûr. 19 octobre. Okay. Voilà, donc c'est bientôt, c'est dans 8 jours. C'est dans 8 jours la reprise de la NBA, et du coup tu seras avec nous pour débriefer plus longuement les matchs de la nuit et les tendances en NBA. Le premier match, ça sera Brooklyn Bucks. Le deuxième, ce sera Lakers Warriors. C'est du lourd. Ouais. C'est du lourd. C'est du lourd dès le début. Merci Ghislain et profite bien au Mexique. Oui, merci. Allez, bonne soirée à vous. Merci Ghislain. Allez, ciao Ghislain. Et on va conclure cette émission. Merci les gars de m'avoir accompagné, Bilal, Salim. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Bien sûr, le podcast qui sera disponible sur notre SoundCloud. Le replay disponible également sur notre page Facebook. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite jeudi pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts. Et pour les autres émissions thématiques, bien sûr, on vous communiquera les dates très très prochainement. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite. Salut à tous. Ciao. Et elle m'a dit aussi pourquoi.